Bonsoir à tous. On va bientôt débuter le webinaire. Donc, bienvenue au ce webinaire à Paro de la Société française de parodontologie et d'implantologie orale sur la thématique des relations parodontiques et santé générale. On va prendre quelques secondes pour que l'ensemble des personnes qui souhaitent se connecter au webinaire se connectent avant de commencer. Donc, c'est un webinaire ce soir qui va être constitué de plusieurs parties avec une introduction et une parole à un de nos sponsors, que je vous introduirai tout à l'heure, et puis 4 temps d'échange avec une introduction du webinaire que je réaliserai. Et nous avons la chance d'accueillir ce soir 3 conférenciers qui sont à la fois cliniciens et experts dans la thématique dont ils vont aborder le contenu ce soir avec vous, à savoir donc le docteur Laurent Detsen, qui a fait sa recherche sur le diabète et les parodontites en partie, qui vous présentera diabète et parodontites. Le docteur Fontani, qui a fait sa recherche sur l'obésité et la chirurgie bariatrique et donc qui est parodontiste également et qui vous parlera de cette thématique. Et enfin, le docteur Kevin Miyagosa, qui nous parlera des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et parodontite avec cette expertise de recherche et de clinique. Donc, le temps que les personnes se connectent, je me permets de vous introduire ce réseau de recherche que nous mettons en place au sein de la Société française de parodontologie et implantologie orale, qui finalement vise à sanctuariser et à alimenter un réseau de recherche qui a déjà commencé à être bâti pour solliciter les gens qui souhaiteraient participer à des enquêtes ou éventuellement des études ou des tests, à participer à ce réseau en se connectant sur le site de la Société française de parodontologie et implantologie orale, la sfpio.com. Vous aurez les informations qui vous permettent de souscrire à ce réseau. Donc, vous voyez ici les différents objectifs. Je vous propose qu'on débute, puisqu'il est maintenant 7h02. Donc, bienvenue au webinaire de la Société française de Paro. Quatrième webinaire sur la thématique ce soir des relations entre parodontite et santé générale. Nous allons passer 1 heure ensemble à échanger sur cette thématique avec un ensemble de présentateurs qui sont à la fois spécialisés en parodontologie et à la fois chercheurs et cliniciens dans des thématiques et qui visent à vous apporter des informations de contenu, de connaissances, mais évidemment des informations pratiques pour la prise en charge de vos patients, car nous avons tout à fait conscience que nous avons beaucoup de patients qui sont atteints de maladies systémiques qu'il faut prendre en charge. Avant de débuter cette soirée ensemble, cette heure qui vient, je vais laisser la parole à Madame Catherine Gaillard de la société Unilever qui va vous présenter leur gamme Parogencil, sponsor que nous avons à la Société française de parodontologie et implantologie orale depuis quelques années et qui se fait le plaisir d'échanger avec vous ce soir à ce sujet. Catherine. Alors, est-ce que vous voyez, bonsoir, est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Parfait. Bonsoir, je suis ravie de vous parler. Je m'appelle Catherine Gaillard, donc je suis responsable scientifique pour la marque Parogencil qui appartient au laboratoire ULabs du groupe Unilever. Parogencil est partenaire de la SFPO pour la 2e année et à ce titre, on m'a gentiment proposé de prendre un petit temps pour vous parler de notre marque et je le fais avec grand plaisir au nom de toute l'équipe derrière Parogencil. Donc, cette marque peut se résumer en 3 mots-clés. C'est une marque qui apporte une réponse complète, c'est une marque experte et une approche simple. Alors, Parogencil propose une réponse complète. On a un système de 2 dentifrices. Parogencil soin intensif, le dentifrice rouge, qui permet un traitement d'attaque lorsque le problème est avéré, et le soin prévention qui permet d'intervenir au long cours en prévention des problèmes parodontaux. Et donc, ça permet vraiment cette approche complète de l'ensemble de la problématique parodontale. Et la gamme comprend également une brosse à dents avec des brins effilés pour un respect des tissus mous, donc une brosse à dents spéciale parodontologie, et également un bain de bouche qui complète la gamme. Donc ça, c'est le côté réponse complète. C'est également une marque experte. Alors, il y a donc dans les 2 dentifrices qui composent ce tandem, le soin intensif gencive qui a
qui comporte des actifs experts comme la chlorhexidine. Je ne vais pas vous présenter la chlorhexidine, vous connaissez bien cet actif. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sous la forme galénique de la pâte dentifrice à un dosage de 0,125%, qui permet de l'utiliser pendant 2-3 semaines, le temps d'aplanir la situation bactérienne. Et ce dentifrice contient également du perméthol qui aide à réduire les signes visibles de l'inflammation gingivale occasionnelle. Donc, on a cette première approche et on a également donc, le dentifrice prévention gencive qui contient 2% de citrate de zinc. Ceci permet de limiter l'accumulation de la plaque bactérienne et favoriser la prévention de l'inflammation, et 1450 ppm de fluor qui permet un usage longue durée. Comme vous le savez, la chlorhexidine ne fait pas bon ménage avec le fluor en formulation, donc on ne peut pas mettre de fluor dans le soin intensif, mais c'est un traitement qui dure 2-3 semaines, donc c'est pas très grave. Et par contre, Parogencil prévention gencive est parfaitement utilisable au long cours, et c'est pour cela que nous avons ce dosage de fluor qui correspond à ce qui est souhaitable. Donc, au-delà de cette gamme de produits, donc cette gamme complète et ces produits experts, nous avons également une approche simple. Je reviens sur la première diapositive parce que c'est vraiment une gamme qui permet de vous simplifier la vie. C'est une prescription facile à mémoriser. Ces 2 produits permettent d'appréhender l'ensemble de la problématique parodontale. C'est simple à prescrire et pour vos patients, il peut les trouver extrêmement facilement. Ils sont proposés dans la plupart des pharmacies et parapharmacies, donc exclusivement en pharmacie et en para. Donc c'est un produit qui est très facile à trouver et à mémoriser. Alors Parogencil, c'est aussi une marque dynamique qui vous accompagne en essayant de proposer un contenu scientifique de qualité au plus près de ce dont vous pouvez avoir besoin pour votre pratique. On s'entoure pour ça des meilleurs spécialistes en parodontologie pour essayer vraiment de vous être utile. Et on a développé en 2020, vous avez certainement eu l'occasion de le voir, une série, alors on se prend un peu pour Netflix, on a essayé le principe de la série, de 4 épisodes sur des thématiques autour de la problématique parodontale. Donc là, vous reconnaissez Virginie Monet-Corti, qui est intervenue sur 4 thématiques. Alors la première est très liée à la thématique du webinaire de ce soir, le lien entre la santé générale et parodontale. On a regardé aussi les diagnostics des maladies parodontales, les facteurs de risque des gingivites. Voilà, ces 4 thèmes qui ont couvert un certain nombre de problématiques. Et ces vidéos ont été diffusées via la newsletter de la SFPIO, donc vous avez certainement vu passer. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors en 2021, on va aller encore plus loin. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade, mais on vous réserve des bonnes surprises. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'étais vraiment très contente de le faire et au nom de toute l'équipe d'Ailleurs Parogencil, je vous souhaite un excellent webinaire et je vais relaisser la parole au professeur Marjolaine Gosset. Merci Marjolaine et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Catherine. Alors, le temps qu'on change nos présentations, je tiens donc à vous préciser effectivement que nous vous proposons d'avoir des temps d'échange à travers le chat si vous le souhaitez, lorsqu'il y aura des présentations qui vous permettront, comme ça nous permettront ultérieurement de répondre à vos questions. Hop, alors j'avance. Donc ce soir, notre thématique, c'est les relations entre les parodontites et la santé générale. Et nous avons ciblé notre thématique parce qu'il nous semble que c'est une thématique extrêmement centrale dans nos pratiques, qui ne va pas forcément être modifiée directement la façon de faire un geste, la façon d'utiliser l'instrumentation comme ça peut l'être dans des thématiques de mucogingivale. Mais c'est pourtant une thématique qui est en permanence rencontrée lorsque nous prenons en charge des patients atteints de parodontite. Quelques exemples, voici des patients que l'on rencontre en consultation qui présentent des maladies parodontales, ici une parodontite de strate 3, de grade B en l'occurrence, est généralisée chez un patient de 65 ans. Et on sait que c'est souvent dans ces âges-là qu'on a les parodontites qu'on diagnostique le mieux et qui présentent un terme médical certain lorsqu'on regarde les médicaments qu'il prend, même si lui ne déclare pas être en mauvaise santé générale. Les anti-agrégants plaquettaires, les traitements hypocholestérolémiants, les traitements antihypertenseurs montrent clairement qu'il existe un terrain cardiovasculaire chez ce patient qui est atteint de surpoids et de stress également.
Une autre situation d'un patient de 66 ans qui est diabétique équilibré au moment où on le prend en charge, avec un ensemble de terrain médical et qui présente une parodontite de stade 4 grade B généralisée, certes pas avec une inflammation extrêmement sévère, mais tout de même une maladie parodontale active qu'il faut traiter. Autre exemple, une patiente de 62 ans qui est atteinte d'un psoriasis articulaire cutané avec un antécédent de cancer du sein. Et là aussi, on a une parodontite de stade 4 de grade A généralisée. Ce qui veut dire que si on regarde un peu ces patients qui sont issus d'une journée de consultation très type, eh bien, chaque jour, on soigne des patients qui sont atteints de maladies chroniques et qui sont des maladies qui ont des composantes inflammatoires qui vont être en interaction avec les parodontites. Les parodontites peuvent influencer l'évolution de ces maladies et ces maladies peuvent influencer l'évolution ou le traitement des parodontites. Ces maladies chroniques à composantes inflammatoires, c'est un grand nom très générique. Ce sont des maladies, si on essaye d'estimer le nombre de personnes qui sont atteintes, c'est 5 à 7 % de la population adulte de 18 ans à 99 ans. Sauf que nous soignons beaucoup de patients atteints de parodontite à des âges autour de 40, 50, 60 ans. Et là, la prévalence est bien plus importante. Ce qui signifie que chaque jour dans nos cabinets, nous avons des patients atteints de maladies chroniques à composantes inflammatoires et qui ont des parodontites. Ces maladies et les traitements de ces maladies systémiques sont des facteurs de complexité pour la prise en charge de ces patients et pour la prise en charge parodontale de ces patients. Ce sont ces points que nous allons illustrer ce soir sur diverses thématiques de relations parodontite santé générale. Parce que d'abord, il y a des facteurs biologiques qui lient les deux maladies. On va en reparler très succinctement dès maintenant. Il y a également tout un facteur environnemental dont on va moins parler ce soir, mais qu'il ne faudra pas oublier lors de la prise en charge clinique de ces patients. Ce sont des patients qui sont parfois associés à une forte charge mentale, qui peuvent avoir des maladies qui vont les emmener vers des ALD, qui vont avoir de la précarité en temps, parce qu'il faut déjà qu'ils s'occupent de leur maladie et en plus qu'ils s'occupent de leurs soins dentaires. Et tous ces facteurs humains et sociaux doivent être reconnus et intégrés dans notre façon de prendre en charge ces patients pour avoir un succès thérapeutique au-delà de nos compétences bien connues de traitement parodontaux, à savoir de la réalisation des actes de parodontologie. Enfin, je trouve très intéressant de partager avec vous la dia suivante, qui est une façon très éloquente de montrer qu'il y a énormément de maladies qui sont étudiées dans les connexions entre parodontite et santé générale, et qu'il y a un accroissement des travaux très important sur cette thématique, qui s'inscrit en général dans l'accroissement des travaux sur les parodontites. Voici par exemple une très jolie image qui est très colorée, qui est tirée d'un article de Paul Monsarat et Jean-Noël Vergne, qui sont une équipe de Toulouse, qui ont regardé en fait sur les 20 dernières années quelles étaient les études qui avaient été déposées entre parodontite et la santé en général. Et vous avez cartographié par exemple ici toutes les maladies cardiovasculaires qui peuvent être étudiées, toutes les maladies endocriniennes qui peuvent être étudiées, toutes les maladies rhumatologiques qui peuvent être étudiées, etc., etc. Et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de recherches dans beaucoup de domaines et que dans la majorité de ces domaines, on va trouver des liens qui existent. Alors, il y a des domaines phares, comme le diabète, qui va constituer la première présentation de ce soir. Il y a des choses qui sont plus en développement, comme les connaissances sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui n'apparaissent d'ailleurs pas sur ce diagramme. Alors, pourquoi ces connexions et pourquoi cet intérêt sur les liens entre parodontite et santé générale? Il y a plusieurs arguments qui peuvent appuyer ça. J'en partage deux ce soir avec vous parce que je pense qu'ils sont éloquents pour les comprendre. Il y a tout d'abord le fait qu'il faut avoir en tête que lorsqu'on a une parodontite, on va avoir des poches parodontales. Toutes ces poches sont des surfaces d'échange entre le milieu externe où il y a les bactéries, la bouche et le milieu interne, à savoir le système vasculaire du patient. Et donc, il va y avoir à chaque geste de la vie quotidienne d'un patient, et pas seulement à chaque geste invasif que réalise un chirurgien dentiste, des passages de bactéries dans le sang chez un patient qui est atteint de parodontite sévère. J'insiste bien sur le fait que ça concerne majoritairement les parodontites sévères et à moindre quantité les parodontites moins sévères. Ce qui veut dire que ce patient qui va saigner des gencives parce qu'il a une parodontite, ce saignement signifie qu'il y a effectivement un épithélium au sein des poches parodontales qui est irrité, ulcéré, qui peut saigner. Et si ça saigne, c'est que c'est un élément de communication entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, c'est là qu'il y aura une porte d'entrée. Par exemple, lors de la mastication, les études peuvent montrer qu'il y a 50% de chances qu'il y ait des bactéries qui passent.
mastication d'un chewing-gum également, lors du brossage dentaire, lors du passage du fil dentaire, il va y avoir très fréquemment des passages de bactéries dans le sang, ce qu'on appelle des bactériémies, avec des quantités qui sont faibles, mais qui vont être extrêmement répétées dans le temps. Réfléchissez au nombre de fois où on mange, où on se lave les dents, parce qu'on est dans la vie quotidienne. Alors certes, si on compare à des gestes parodontaux, c'est peut-être des bactériémies qui sont moins intenses, mais qui sont de façon cumulée beaucoup plus importantes. Si le diagramme représente ça sur votre droite, si on prend en vert chaque élément de la vie quotidienne d'un patient qui atteint une bactériémie, et qu'on faisait la somme de tous ces événements dans la vie d'un patient et qu'on les compare à la quantité de bactériémies qu'on induit par un geste invasif, eh ben, ça va être beaucoup plus important, alors que ce n'est pas entouré de procédures d'antisepsie ou d'antimyoprophylaxie flash. Donc, ça fait que cette bactériémie va pouvoir entraîner des conséquences systémiques chez le patient. Ces bactéries, elles vont pouvoir également être inhalées dans le système ventilatoire ou avalées, et ça pourrait jouer sur les liens avec des maladies, et on en parlera dans la quatrième partie de cette soirée. Un autre élément, c'est qu'il faut avoir en tête également que les parodontites vont être associées à une inflammation chez un patient systémique, c'est-à-dire de l'ensemble du corps, qui se retrouve au niveau sanguin, mais de bas grade, c'est-à-dire de très faible quantité, mais qui va durer très longtemps dans le temps et qui pourrait influer sur l'évolution de maladies à distance. Alors, on sait très bien que pour doser une inflammation systémique, on peut avoir recours à des dosages sanguins, tels que la protéine C-réactive, et normalement, quand on a une infection aiguë, on sait qu'on a un seuil, ça doit être supérieur à 6 mg par litre. Sauf que là, on ne parle pas de grosses infections, mais on parle d'une inflammation faible en quantité, mais présente de façon permanente chez le patient qui a une parodontite. Effectivement, si on compare des études, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce schéma, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'un patient qui a une parodontite, alors qu'il n'a pas d'autres maladies systémiques déclarées, va avoir un dosage de CRP plus important qu'un patient qui n'a pas de parodontite et qui est parodontalement sain, un dosage d'un facteur de 1,56 mg par litre. Donc, c'est un témoin du fait qu'on a une inflammation systémique chez un patient qui est atteint de parodontite. Alors, tout ça, ça fait que nos patients, on a du coup beaucoup d'éléments à aller rechercher. Est-ce que ces maladies chroniques inflammatoires, elles vont augmenter le risque parodontal, et à l'inverse, est-ce que les parodontites vont influer sur ces maladies chroniques inflammatoires? Et ça doit également avoir des conséquences sur la façon dont on va prendre en charge le traitement parodontal du patient dans le cadre d'une équipe de soins, qui parfois va être l'équipe de soins médicale, et qui va également falloir communiquer aux patients les informations qui sont relatives à ces liens, sans passer par des éléments de peur ou autre, donc de savoir les amener de façon scientifique et cartésienne pour qu'elles soient positives pour la prise en charge de son traitement. C'est ces thématiques-là qu'on va vouloir aborder ce soir avec vous. Excusez-moi, je cherchais l'autre déjà. Ce soir avec vous, à travers le programme qu'on vous a contacté, en ciblant quelques maladies systémiques. On commence tout d'abord avec le diabète, qui a des liens ancestraux avec les parodontites, mais pour lequel il y a eu des évolutions pour la prise en charge thérapeutique du patient. Cette thématique vous sera présentée par le docteur Laurent Detsen. Puis, il y aura des choses sur l'obésité et les chirurgies bariatriques, car effectivement, le diabète est souvent associé à du surpoids, voire de l'obésité, et que modifier l'obésité peut être complexe et peut avoir des conséquences également au niveau parodontal. Et nous accueillerons donc ce soir le docteur Isabelle Fontani sur cette thématique. Et enfin, comme nous sommes allés évoluer vers le côté gastro-intestinal, il m'a semblé intéressant de parler d'une thématique qui est plus récente et qui est en plein développement, extrêmement intéressante, qui est la thématique des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, avec des interactions avec la parodontite. Et c'est Dr Ekelimi Agosa qui nous présentera cela. Donc, chaque présentation va durer 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, il y aura 5 minutes de questions dans lesquelles nous pourrons accueillir les questions que vous poserez par le chat et que je pourrai partager avec les conférenciers. Et à la fin, on pourra rediscuter collégialement, si nous avons le temps, des éléments importants à retenir de cette soirée. Donc, je vais tout de suite passer la parole au docteur Laurent Detsen. Donc, Laurent Detsen est assistant à la faculté de chirurgie dentaire de l'Université de Paris. Il a un exercice spécialisé en parodontologie. Il est diplômé du postgraduate de parodontologie. Et il a effectué toute une partie de ses travaux de recherche, notamment sur les liens entre le diabète et les parodontites dans l'équipe du professeur Lala aux États-Unis. J'ai eu peur de me tromper sur la ville, donc je ne la dis pas. Et donc, on est très content de l'accueillir ce soir sur cette thématique. Laurent, je te passe la parole. Ou tu rallumes ton micro. Laurent.
Je réactive mon micro. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette séance de webinar. Je vous partage tout de suite mon PowerPoint. On va voir ensemble ce soir du coup les interactions entre le diabète et parodontite et les enjeux thérapeutiques et en effet cette nouvelle évolution que l'on a en ce moment par rapport à ces traitements. Donc le diabète, excusez-moi 2 petites secondes. Hop. Le diabète est une affection métabolique associée à une hyperglycémie chronique. Le diagnostic est assez simple, il est biologique, ou c'est une glycémie à jeun, on considère une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre à 2 reprises, ou alors une glycémie à 2 grammes par litre associée à des symptômes de diabète comme la polyurie ou la polydipsie. Et d'un point de vue épidémiologique, en 2019, on considère qu'il y a quand même 463 millions d'adultes atteints de diabète au niveau mondial. C'est 9,3% de la population, donc c'est une personne sur 11. Et on la considère un petit peu, c'est peut-être un peu dans l'air du temps, comme une épidémie avec une augmentation de 51% d'ici 2045 de patients en termes de prévalence de diabète, avec 700 millions de personnes potentiellement atteintes. Au niveau européen, on est à 59,3 millions de patients diabétiques à ce jour. Ça correspond quand même aussi à 10% des dépenses mondiales de santé qui sont consacrées au diabète, avec à peu près 760 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas rien du tout. Comment ça se passe? Il s'avère qu'après un apport alimentaire, on a une augmentation de glucose sérique, donc la glycémie. Le pancréas, lui, va pouvoir réagir avec une production d'insuline qui va avoir ou un impact au niveau du tissu adipeux et du foie, avec une forme de stockage de ce glucose, ou alors en termes d'activité au niveau musculaire, et cette insuline va activer ses récepteurs au niveau de ses tissus cibles. À partir du moment où on a un diabète, deux solutions, ou alors on va avoir une anomalie de cette sécrétion par le pancréas de l'insuline, donc du coup c'est plutôt des diabètes de type 1 avec des destructions des fameuses cellules bêta au niveau des îlots de Langerhans, ou alors autrement un défaut d'action de cette insuline au niveau de ces tissus cibles, ou l'association de ces deux mécanismes. Et donc, ça va amener à une nouvelle augmentation au niveau sanguin d'une glycémie, d'une hyperglycémie qui va être présente et chronique. Ça va avoir comme effet des complications ou des comorbidités, notamment les microangiopathies, la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie diabétique, le mal perforant plantaire, les macroangiopathies avec une augmentation du risque cardiovasculaire de manière importante, et aussi les maladies parodontales. Et je vous présente une de mes patientes qui présente un parodontite de stade 4 grade C généralisé associé au diabète. L'idée, c'est de comprendre quel est l'effet du diabète sur les maladies parodontales. En fait, ce qui se passe, c'est que le diabète amène à cette fameuse hyperglycémie chronique et ça va avoir un impact sur une dysfonction de l'immunité, une augmentation des cytokines pro-inflammatoires et la fameuse activation de l'axe âge-rage qui va amener à un stress oxydant important, d'autant plus de cytokines pro-inflammatoires produites et ça va amener à une inflammation exacerbée soutenue associée à la dysbiose du microbiote parodontal qui a pour conséquence d'augmenter la destruction et avoir un impact d'une dysfonction de la réparation. Ça aura pour conséquence d'amener à une potentielle augmentation des parodontites. On la considère comme la 6e complication du diabète, que le diabète non contrôlé est associé à la progression de la perte d'attache et de la perte dentaire, et que le diabète augmente le risque d'incidence de progression des parodontites de 86%. C'est justement pour ces raisons qu'on considère dans la nouvelle classification des maladies parodontales, celle de Chicago en 2017, comme facteur modifiant le diabète, avec qui va pouvoir modifier justement le grade de ce diagnostic, où on considère que les patients qui sont non équilibrés, donc avec une hémoglobine glyquée supérieure à 7%, vont avoir un taux de progression rapide de leur parodontite. En même temps, on réfléchit à un lien bidirectionnel entre les maladies parodontales, notamment les parodontites, et le diabète, où la parodontite peut avoir un impact sur le diabète. Et en effet,
les parodontites amènent une inflammation de bas grade, et le professeur Gosset en a parlé, le docteur Fontanil va en parler aussi, avec une augmentation de TNF-alpha, notamment IL-6 au niveau systémique, qui va amener une résistance à l'insuline et favoriser aussi le diabète. Ça marche comment aussi par rapport au contrôle, ça va avoir un impact au niveau du contrôle de la glycémie. On considère que les patients qui présentent une parodontite ont une hémoglobine glyquée de 7,4%, contre des patients diabétiques qui n'ont pas de parodontite avec une hémoglobine glyquée de 7%. Ça va aussi augmenter l'incidence du prédiabète et du diabète avec une augmentation de 29% de ces pathologies. Et enfin, on va avoir une augmentation de l'incidence des maladies cardiovasculaires, des rétinopathies, des néphropathies et de la mortalité de ces patients diabétiques présentant des parodontites. Mais si la maladie parodontale a un impact sur le diabète, est-ce que son traitement permet justement d'avoir plutôt un impact positif sur ce diabète? Et bien, en effet, notamment le traitement non chirurgical à 3 mois va diminuer la concentration sérique de TNF-alpha, d'IL-6 et de CRP que l'on a vu avant, et augmenter la adiponectine qui va favoriser le contrôle justement de tout ce qui est glycémie et des lipides au niveau sérique. Enfin, le traitement parodontal semble avoir un impact positif mais modeste sur le contrôle de la glycémie, avec une réduction de l'hémoglobine glyquée dans une étude récente à très fort niveau de preuve à 12 mois de 0,6%, et c'est même très intéressant. Si on compare par rapport à un traitement du diabète qui est l'exercice physique va réduire l'hémoglobine glyquée de 0,66%. Donc on peut avoir un impact assez important. Et en fin de compte, même qui plus est, je dirais, le traitement des maladies parodontales a même une réduction des coûts indirects par rapport à ce diabète. Et c'est justement pour cela que la CCM a récemment mis en place une prise en charge pour le patient diabétique par rapport à un bilan parodontal et notamment des assainissements parodontaux chez le patient diabétique en ALD, renouvelable une fois et par période de 3 ans. Par rapport à cette prise en charge du patient diabétique, l'EFP et justement la Fédération internationale de diabète se sont mises en accord sur ces prises en charge. Le but est d'abord d'évaluer le diabète, avec le caractériser dans sa durée, dans ses traitements, notamment ses comorbidités et son équilibre pour faire face à ce fameux risque infectieux. Donc, à partir du moment où on a une hémoglobine glyquée qui est plus supérieure à 7%, on considère que le diabète est non équilibré, et plus l'hémoglobine glyquée va être importante, plus on va avoir un risque de complications. Il est important de disposer justement de ces valeurs d'hémoglobine glyquée de moins de 3 mois. Il faut informer le patient sur l'impact du diabète au niveau de sa sphère orale, notamment de ses parodontites, le conseiller et notamment l'éduquer, et de manière très spécifique par rapport à l'hygiène orale. Et ça va être un point clé justement pour éviter, s'il n'a pas de maladie parodontale, l'incidence de ces dernières. Et enfin, dépister par des sondages parodontaux, bien évidemment, et enfin, réaliser des examens des muqueuses buccales par rapport au risque de candidose orale, par exemple, ou alors un examen dentaire afin de réhabiliter le patient pour qu'il ait une meilleure mastication, et ça, vous allez le voir avec le docteur Fontanil aussi. Et enfin, évaluer l'existence d'une xérostomie. Traiter ces maladies parodontales rapidement, extrêmement rapidement. Traiter aussi le patient que l'on considère comme équilibré comme un patient sain. Et après, les patients qui sont non équilibrés peuvent être considérés comme à risque d'infection locale et générale avec un retard de cicatrisation après un acte invasif. Je voulais encore terminer sur quelque chose dont je tiens à cœur, ce sont les patients diabétiques qui sont non diagnostiqués. On considère en 2019 au niveau mondial que nous avons 1 adulte sur 2 qui ignore qu'il vit avec un diabète. C'est considérable. Au niveau européen, 40,7% des patients diabétiques ne sont pas diagnostiqués. Les chirurgiens dentistes, dont les parodontistes, voient énormément de patients. Il est important, on a un rôle à jouer par rapport au diagnostic de ces patients diabétiques. Et l'AHS propose différents critères de dépistage, justement, les facteurs de risque de ces patients diabétiques. Ça commence par un âge supérieur à 45 ans et c'est associé à un autre facteur suivant, comme l'indice de masse corporelle de plus de 25 kg par mètre carré, des dyslipidémies, une précarité, une origine non caucasienne, par exemple.
Et on peut les associer à des signes parodontaux, et je tiens à souligner qu'il n'existe pas de caractéristiques cliniques spécifiques des parodontites chez le patient diabétique. Mais face à une inflammation parodontale disproportionnée, face à des suppurations, face à une mauvaise cicatrisation ou une mauvaise réponse au traitement parodontal initial, nous pouvons supposer ou évaluer justement le risque diabétique ou essayer de dépister un patient diabétique si on le suppose. La Société française de parodontologie et la Fédération française des diabétiques ont édité un petit livret d'informations pour ces patients, pour les patients diabétiques et notamment par rapport à leur sphère orale, que vous pouvez retrouver sur le site de la Société française de parodontologie et d'implantologie orale, et qui est un recueil justement d'informations pour guider tous ces patients. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Je tiens à souligner que c'est extrêmement challenging d'avoir demandé à chacun des conférenciers ce soir d'aborder des thématiques aussi complexes en un temps aussi court. C'est très bien fait, c'est très riche en informations. Et donc, je pense que ça répond à des questions déjà de nos congressistes de la soirée. Là, il y a pour l'instant pas de questions posées par le chat, mais moi, je vais t'en poser quelques-unes qui me semblent importantes sur cette thématique, notamment qui est voilà, quand on suspecte un diabète, comment on s'y prend chez le patient pour aller le dépister? Est-ce qu'il faut prescrire soi-même des examens? Comment fait-on? Quels sont tes conseils? Pour dépister le diabète, ça se base normalement sur une prescription d'hémoglobine, de glycémie à jeun, excusez-moi. Donc le dépistage se fait par 2 glycémies à jeun. La question est, est-ce que le dentiste doit le faire, ou si on suspecte un diabète, est-ce qu'on doit l'envoyer chez son médecin traitant? C'est une question qui est totalement ouverte. Il est largement possible face à lorsqu'on suspecte un patient diabétique, d'envoyer et de communiquer avec le médecin traitant ou un potentiel diabétologue pour ce dépistage, ou alors le chirurgien dentiste peut réaliser une glycémie à jeun lors d'un examen de routine par rapport à une situation avec un patient présentant une parodontite, de l'inflammation, associée à un bilan sanguin, pour pouvoir déterminer ce diabète. Mais étant donné que pour tout ce qui est glycémie à jeun, il faut deux évaluations de cet examen, il sera toujours référé entre guillemets chez son médecin traitant. Et ce n'est pas à nous forcément de poser un diagnostic, parce qu'il faut après gérer la prise en charge par la suite. Je te remercie. Peut-être une deuxième question. Il y a une question qui vient d'être postée par Monsieur Adrien Brun, qui félicite pour cette présentation et qui pose la question très judicieuse de qu'est-ce que ça veut dire la notion de prédiabète? Et est-ce que prédiabète et parodontite, on a des relations établies existantes? Exact, c'est une très bonne question. Exactement. Le prédiabète, c'est justement l'augmentation de cette glycémie qui est juste avant le diagnostic de diabète. Donc, avant, c'est 1,26%. On considère 2 types de prédiabétiques, ou les prédiabétiques qui sont intolérants au glucose. Et donc, du coup, ça correspond, entre guillemets, en termes de diagnostic, à une injection de glucose avec une élévation de la glycémie de manière assez importante face à la charge de glucose, ou alors d'autres patients qui ont une élévation de leur glycémie sans dépasser 1,26 g par litre. Et en effet, je n'ai pas forcément eu le temps de développer ces patients prédiabétiques, mais par rapport ils ont à peu près les mêmes facteurs de risque. Et bien sûr, le patient prédiabétique a comme facteur de risque de devenir diabétique. Et ce qui est encore plus intéressant, même pas plus intéressant, mais bien évidemment, on va dépister les patients diabétiques. Mais si on arrive à dépister un patient prédiabétique associé à un traitement, pas forcément avec des antiglycémiants, mais simplement de l'effort physique, un traitement parodontal, on peut vraiment diminuer et éviter à ce qu'il passe en phase diabétique. Donc, c'est vraiment un point crucial. Merci beaucoup. Je vais proposer qu'on passe à d'autres présentations. On va garder la question de Christelle Darnaud pour la fin du webinaire. Comme ça permettra peut-être à d'autres participants de les poser, histoire qu'on respecte le timing. Et donc, je vais inviter le docteur
Isabelle Fontani à prendre la parole. Donc, le docteur Isabelle Fontani est elle aussi, je ne trouve pas, c'est pas primée ni lauréate, mais a le titre du diplôme européen de parodontologie, donc spécialisée en parodontologie et ancienne assistante en parodontologie à l'Université de Paris et a une pratique privée en parodontologie. Elle s'est intéressée dans ses travaux de recherche sur l'obésité, la chirurgie bariatrique et les liens entre chirurgie bariatrique et parodontite. Et c'est de ça dont elle va nous parler ce soir. Alors, bonsoir à tous. Au cours de ce webinaire, en fait, je vais essayer d'attirer votre attention sur 3 points qui sont importants. Le premier, en fait, c'est que... Ah, je n'arrive pas à passer média. Voilà. Le premier, c'est que l'obésité, c'est une maladie chronique qui touche en fait 15% de la population en France et qui est considérée comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Lorsqu'on a un indice de masse corporelle qui est supérieur à 30 kg par mètre carré, on parle d'obésité modérée. Lorsqu'il est supérieur à 40, on parlera d'obésité massive ou morbide. Son étiologie à cette maladie, elle est vraiment multifactorielle et elle est complexe. Effectivement, au départ, il y a un déséquilibre au niveau de la balance alimentaire et des conditions environnementales, mais il faut savoir qu'il y a aussi une partie génétique, une partie avec des facteurs psychologiques et la prise de médicaments qui jouent également. Donc, l'effet de la prise de poids, eh bien, tu l'as abordé tout à l'heure, cette inflammation de bas grade. En fait, longtemps, on a pensé que ce tissu adipeux, c'était juste un stockeur d'énergie. Et finalement, il s'agit d'un véritable organe où on va avoir en fait des modifications structurelles et fonctionnelles qui vont entraîner un recrutement de macrophages et une production de cytokines pro-inflammatoires, ce qui va entraîner cette fameuse inflammation de bas grade. On comprend donc plus facilement que l'obésité, c'est un facteur de risque pour de nombreuses maladies, comme le diabète de type 2 qu'a abordé Laurent tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires, voire même certains cancers, et ça impacte en fait le nombre de la mortalité par an. Alors, vous comprenez qu'il est primordial en fait de prendre en charge cette obésité, et parmi les traitements proposés, on trouve la chirurgie bariatrique. Ça, c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais insister. C'est que vraiment, il s'agit non pas d'une solution de facilité pour ces patients, mais vraiment d'un traitement à part entière qui est proposé chez ces patients dans des situations qui sont particulières, voire complexes, et lorsque les autres traitements, en fait, n'ont pas donné de résultats. Elle est indiquée pour les patients qui ont un IMC qui est supérieur à 40 kg par mètre carré ou bien lorsque l'IMC est supérieur à 35 kg par mètre carré avec au moins une comorbidité. Et ce, seulement si le patient s'est inscrit dans un parcours de soins multidisciplinaire qui va durer en fait de 6 à 12 mois avant l'intervention. Ça va permettre en fait avec toute cette équipe de réaliser un bilan préopératoire, d'informer le patient du bénéfice et des risques et aussi de l'accompagner parce qu'il faut en fait lui transmettre des informations aussi bien au niveau médical qu'au niveau de l'alimentation et de ce qui va se passer après pour arriver au moment de la chirurgie dans les meilleures conditions possibles. Les interventions les plus pratiquées, en fait, elles peuvent être de 2 types majoritairement. On va parler de chirurgie restrictive, comme ce que vous voyez avec l'anneau gastrique, qui en fait, avec la création d'une petite poche, va diminuer le volume de l'estomac, ou bien ce que vous voyez de l'autre côté de l'écran, qui est une chirurgie qu'on appelle la gastrectomie longitudinale ou la sleeve, qui va consister en l'ablation d'à peu près les 2/3 en fait, de l'estomac. Cette chirurgie-là, elle est restrictive par le volume, forcément, et il faut savoir en fait qu'elle est définitive, pas de retour en arrière. Et puis, on a ce qu'on appelle une chirurgie qui est dite restrictive et malabsorptive, comme le bypass gastrique. Et en fait, vous voyez qu'on crée un court-circuit et on va court-circuiter une partie de l'estomac et du duodénum. Les avantages de ce type de chirurgie, eh bien, évidemment, c'est la perte de poids, la perte de l'excès de poids, la réduction, voire la rémission de certaines comorbidités, notamment on a de très bons résultats au niveau du diabète,
et l'amélioration de la qualité de vie pour ces patients. Elle présente aussi des inconvénients qui sont notamment liés à la technique employée, mais aussi il faut savoir que ce sont des patients qui expérimentent une reprise de poids dans le temps, comme vous pouvez le voir sur le schéma sur le côté. Et ce qui va nous intéresser, nous, ce sont les carences nutritionnelles, notamment la vitamine B12 et la vitamine D. Et ces patients, ils vont nécessiter un suivi et une supplémentation à vie. Alors, quelle est la place du parodontiste dans la prise en charge de ces patients? Eh bien, c'est ça le troisième point sur lequel je souhaite plus longuement insister, évidemment. En fait, lorsqu'on est en situation d'obésité, il faut savoir qu'on a un risque qui est augmenté d'avoir une maladie parodontale. Et en fait, on parle d'effet dose-réponse parce que c'est lié avec la sévérité de l'obésité. Il y a aussi une étude longitudinale qui a montré que, en fait, avec le temps, quand on a une prise de poids importante, on a aussi une progression de la parodontite dans le temps. Donc, évaluer l'IMC dans la pratique, dans nos pratiques quotidiennes, ça va nous permettre finalement d'individualiser les stratégies de prise en charge. Le mécanisme physiopathologique potentiel qui sous-tend en fait ces deux maladies, on revient encore à ce que vous a expliqué finalement déjà Marjolaine et Laurent en amont, c'est cette fameuse inflammation de bas grade. On voit bien en fait sur ce schéma que quand on est en situation d'obésité, on a une augmentation des cytokines pro-inflammatoires. Quand ce sont vraiment liés au tissu adipeux, eh bien, on parle d'adipokines. Et en fait, ce sont des inducteurs clés de la réponse hépatique. Donc, on va avoir une augmentation de la CRP. La libération des acides gras, en fait, des acides gras libres sous forme libre que vous voyez sur l'autre côté de ce schéma, eh bien, ils vont contribuer à exacerber certaines réponses, certains processus oxydatifs. Et donc, on va avoir une augmentation des espèces réactives de l'oxygène et aussi une résistance à l'insuline qui va se mettre en place. Et puis, plus récemment, en fait, la recherche porte aussi sur la modification du microbiote intestinal parce qu'en fait, il semblerait qu'il y ait une perméabilité intestinale qui soit modifiée et qui permette en fait la pénétration des lipopolysaccharides dans l'organisme. Tout ça, ça va amener à une réponse inflammatoire qui est accrue et qui peut potentiellement modifier le microbiote oral. À l'inverse, vous voyez que quand on a une parodontite qui est non traitée, on va avoir des répercussions, vous le savez, l'issue c'est la perte dentaire et donc on va avoir un impact sur la fonction masticatoire qui va devenir déficiente. Quand la fonction masticatoire est déficiente, eh bien, le patient, naturellement, il va s'orienter vers un régime où il y aura moins de fibres, plus d'aliments gras avec un fort pouvoir calorique et on rentre dans le cercle vicieux de l'obésité, de la production de cytokines inflammatoires et de l'aggravation du statut parodontal. Donc oui, il faut prendre en charge ces patients et les traiter au niveau parodontal. Il est vrai que dans la littérature scientifique, on a des preuves inconsistantes en fait d'un potentiel impact négatif de l'obésité sur les résultats, mais ce traitement parodontal il reste efficace parce qu'on voit l'amélioration des paramètres cliniques. Après, il y a une étude très récente qui a montré qu'à 2 ans, post-traitement parodontal, on n'avait pas de différence chez les patients en situation de poids normal et chez les patients en situation d'obésité au niveau des paramètres cliniques. En revanche, forcément, quand ils sont en situation d'obésité, eh bien, on a toujours ce taux de cytokine pro-inflammatoire qui est plus élevé et donc ces patients ils nécessitent un suivi parodontal plus important. On peut intervenir aussi en amont de la chirurgie bariatrique. Tout à l'heure, je vous ai parlé en fait d'une équipe multidisciplinaire. Nous n'en faisons pas partie, mais en revanche, le médecin nutritionniste, lui, il va nous envoyer les patients pour évaluer la capacité masticatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, après chirurgie bariatrique, on va demander aux patients de fractionner les repas et de mastiquer longuement. Ça, en fait, c'est pour éviter en fait, de saturer au niveau gastrique. Ça va permettre aussi une meilleure assimilation des nutriments et ça va permettre la sensation de satiété. Et forcément, c'est plus difficile quand il existe un déficit masticatoire qui a été évalué pour ces patients, notamment à moins de 7 unités masticatoires fonctionnelles. Sachant que ces unités, c'est des paires de dents antagonistes postérieures qui ont au moins une zone de contact lors de la mastication. Alors nous, ce que nous allons faire en tant que parodontistes, c'est dépister, diagnostiquer
évaluer le pronostic dentaire individuel et prendre en charge la maladie parodontale. On va utiliser le temps du parcours de soins pour stabiliser la maladie parodontale et pour rétablir une fonction masticatoire qui soit efficace pour le patient. Et puis, vous verrez on voit clairement qu'il est important d'avoir pris en charge ces patients avant la chirurgie bariatrique, parce que sinon, après la chirurgie bariatrique, en absence de traitement parodontal, eh bien, nous avons montré qu'il y a une augmentation du pourcentage de saignement au sondage et du pourcentage de cytes avec des poches de 4-5 mm. Mais c'est en fait une aggravation transitoire de ce statut parodontal. Pourquoi? Parce qu'en fait, à 6 mois, on n'a pas de résolution complète de l'inflammation. Cette inflammation, la résolution, elle est proportionnelle à la perte de poids et à la résolution des comorbidités. Et je vous ai montré tout à l'heure que ce n'était pas du 100%. Il y a également ces fameuses carences nutritionnelles dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est exactement comme le suivi parodontal et le passage des brossettes. On a besoin de patients compliants et ça peut impacter les carences nutritionnelles et la supplémentation. Et puis, la littérature a aussi montré une modification du microbiote oral avec notamment une augmentation significative de Porphyromonas gingivalis après chirurgie bariatrique. Alors, comment aborder en fait ce sujet avec nos patients? En fait, nous sommes des professionnels de santé. Notre rôle, c'est la prévention, c'est la prise en charge de nos patients. Donc, le recueil de la taille et du poids, il se fait au même titre que le nombre de cigarettes consommées par jour ou que le taux de l'HbA1c. Ça va nous permettre un rapide calcul de l'indice de masse corporelle sans même avoir besoin d'en parler avec le patient. Et au moins, on va pouvoir suivre son évolution. On peut aussi, dans notre anamnèse, recueillir les habitudes alimentaires du patient et son mode de vie, la sédentarité ou non. Et puis, si on ne se sent pas à l'aise avec ça, et peut-être qu'on l'abordera plus tard, on peut proposer une consultation chez le nutritionniste. Et en fait, surtout, il faut expliquer aux patients l'importance de la prise en charge parodontale en amont de la chirurgie et chez les patients opérés, l'importance du suivi paro et du suivi nutritionnel. Il faut travailler main dans la main avec les médecins nutritionnistes. Et puis, si vous vous posez des petites questions encore sur comment aborder le sujet avec vos patients, je vous invite vraiment à aller sur ce site qui est un site canadien qui parle en fait des recommandations pour aborder le sujet avec les patients en situation d'obésité, les adultes, et vous trouverez plein de clés sur le sujet. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci Isabelle, c'était extrêmement intéressant et je pense qu'effectivement cette thématique de l'obésité est assez difficile car on ne sait pas toujours bien comment se positionner pour l'aborder avec le patient. Comme tu le disais, l'obésité peut augmenter le risque parodontal et donc avant qu'il arrive à la chirurgie bariatrique, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais est-ce que nous, on est vraiment en place pour les accompagner dedans? Ça peut être assez complexe. Oui, alors, surtout, là, j'ai vraiment un message à faire passer, c'est en fait, il ne faut pas de stigmatisation en fait, et il ne faut pas de jugement si vous souhaitez aborder le sujet avec ces patients, parce qu'en fait, vraiment, moi, j'ai eu la chance de travailler avec l'équipe de nutrition de l'HEGP et en fait, ils m'ont vraiment éclairé sur ce sujet-là et la littérature scientifique montre aussi qu'en fait, on voit, et vous le verrez si vous consultez ce site, qu'en fait, on peut avoir des complications chez ces patients, des complications physiques qui sont liées à ces problèmes de stigmatisation et à la façon dont on peut aborder le sujet. Mais en fait, si on le fait naturellement et sans jugement, ça passe très bien. Tu as 2 questions qui te sont posées. Donc, je vais partager la première de Vincent Chanard qui te demande « Est-ce que le fait de mettre le patient au régime peut améliorer les résultats du traitement parodontal ?» Alors, il y a eu une étude en fait, qui a été réalisée sur le sujet en 2018, qui est parue en 2018. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un groupe à qui ils ont proposé un régime drastique et un autre groupe, en fait, contrôle. Et en fait, on voit qu'il y a une légère amélioration des paramètres cliniques. Alors, ce sont des valeurs qui, en fait, sont valables au niveau statistique, mais quand on a une réduction de la profondeur de poche de 0,23 au lieu de 0,12, quelque chose comme ça,
je ne sais pas si on peut dire qu'au niveau clinique, on a vraiment un apport, surtout qu'il faut savoir que ces patients, leur régime alimentaire, c'était 600 calories pendant 6 semaines et puis après 1200 calories pendant 6 semaines. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça, c'est une question à se poser. Maintenant, ces régimes, ils sont importants parce qu'ils permettent en fait la réduction de ce niveau d'inflammation, de la production de ces cytokines pro-inflammatoires. Merci. Il y a d'autres questions qui arrivent. Je vais en poser une deuxième et après on avancera dans le webinaire, qui est de Guillaume Bert, qui te demande, pour les patients qui ont subi une chirurgie bariatrique, on leur demande de fragmenter leur repas. N'y a-t-il pas alors un risque d'augmenter la prévalence de la maladie carieuse? Comme on va voir toute la bouche du patient, c'est vrai qu'on est aussi habilité à discuter ces points-là. Oui. Alors, effectivement, en fait, on n'a pas beaucoup d'études sur le sujet, mais effectivement, le fractionnement peut amener ça. Après, ils ont quand même une modification de leur régime alimentaire. Et en tant que praticien, je pense qu'il faut vraiment insister effectivement sur l'hygiène orale, même et surtout après chirurgie bariatrique. Ils ont aussi des problèmes d'érosion qui peuvent apparaître après la chirurgie bariatrique, parce que pas tellement avec le bypass, mais plus avec la sleeve, ils peuvent avoir des problèmes de reflux récurrents qui vont contribuer à cette problématique. Merci beaucoup Isabelle. On va continuer pour ne pas finir trop tard le webinaire ce soir. Les questions que vous posez, si jamais nous n'avons pas le temps d'y répondre, vous pouvez peut-être les adresser au conférencier où on leur adressera et on pourra peut-être prévoir un petit temps de réponse ultérieur via la SFPIO à ces éléments-là. Mais voilà, on va essayer de respecter les temps. Donc maintenant, on va accueillir le docteur Kevimi Agossa. Donc, Kevimi Agossa est maître de conférence des universités et praticien hospitalier à l'université de Lille. Il est spécialisé en parodontologie et il effectue sa recherche et s'intéresse beaucoup sur la thématique des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des parodontites. Donc, il est amené à traiter ses patients et également à les regarder sous un aspect plus recherche. Et donc, il va partager avec nous ce soir son savoir sur cette thématique. Alors, bonsoir à tous. Alors, c'est évidemment un plaisir de participer à cette session spéciale de la SFPIO que je remercie, et je remercie tout particulièrement le professeur Marjolaine Gosset pour son invitation. Il m'a été demandé d'aborder la relation entre parodontite et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin que nous appellerons aujourd'hui les MICI. Alors, je vous propose... si j'arrive à passer mon diaporama. Donc, je vous propose d'aborder cette relation sous 3 aspects qui correspondent en fait au cheminement habituel du questionnement et des réponses de la science vers les applications cliniques. Et d'abord, je propose de commencer par un petit mot sur ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, relativement peu connues du grand public et peut-être même aussi de nous, professionnels de santé. Alors, ce sont des pathologies digestives sévères dont la fréquence est plus élevée dans les pays occidentaux et est en constante augmentation ces dernières décennies. Elle touche environ 6 millions de personnes dans le monde, dont à peu près la moitié en Europe, à peu près 250 000 malades en France, avec des disparités selon les régions. Ça peut sembler peu, mais il faut noter que c'est quand même beaucoup plus que le nombre de malades pour des pathologies plus médiatiques telles que le VIH ou la maladie de Parkinson. Les 2 principales formes cliniques de MICI sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, qui vont se manifester par des épisodes digestifs aigus, avec des douleurs abdominales, des diarrhées sanguinolentes et qui vont altérer fortement la qualité de vie des malades. Ces épisodes aigus alternent avec des phases de rémission. L'origine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin reste encore mal connue et aucun traitement aujourd'hui ne permet d'en guérir. Les MICI sont caractérisés par des lésions au niveau de l'intestin, mais aussi des lésions en dehors de l'intestin. C'est ce qu'on va appeler les manifestations extra-intestinales qui peuvent toucher différents organes. Vous le voyez, les yeux, la peau, les articulations, mais aussi la cavité buccale. Leur fréquence est très variable. On estime qu'elle peut atteindre jusqu'à 1/3 de patients MICI. Et dans 1 cas sur 2, ces manifestations extra-intestinales vont pouvoir toucher la cavité buccale. Les manifestations buccales les plus habituellement décrites dans les manuels sont des atteintes de la muqueuse buccale. Mais des données de plus en plus nombreuses nous indiquent que ces manifestations vont pouvoir également
atteindre la dent et le parodonte. Alors, pendant longtemps, l'étude du lien entre les Mickey et la parodontite s'est limitée à des rapports de cas. C'est seulement dans les années 90-2000 qu'on a pu assister à un véritable essor de cette thématique, comme vous le voyez, avec une augmentation véritablement exponentielle du nombre de publications sur ce sujet. Mais les données dont nous disposons aujourd'hui restent encore évidemment sans commune mesure quand on les compare à la quantité d'informations que nous avons sur d'autres maladies dans les thématiques de médecine parodontale, le diabète par exemple. Alors, l'étude dont nous disposons, ces études épidémiologiques tout d'abord, ont comparé la fréquence des maladies parodontales chez des patients atteints de Mickey par rapport à des patients dits sains. Tout d'abord sur des effectifs plutôt modestes dans différents pays du monde. Et plus récemment, nous avons pu avoir des données plus massives à partir d'études de cohortes sur des effectifs beaucoup plus conséquents, essentiellement des cohortes asiatiques, qui sont venues renforcer un petit peu les arguments épidémiologiques que nous avions jusqu'ici. Ce qu'il faut retenir, alors ce qui est intéressant quand même déjà, c'est que tout récemment, donc en 2018 et en 2020, les études de cohorte qui ont été publiées se sont intéressées cette fois-ci non pas au risque de développer une parodontite quand on a une Mickey, mais au risque de développer une Mickey lorsqu'on a une parodontite. Alors, ce que l'on peut retenir de ces études, c'est que globalement, le risque de développer une parodontite est 2 à 3 fois plus élevé chez les patients qui sont atteints de Mickey. Ce risque pourrait être plus élevé lorsque le patient présente déjà par ailleurs d'autres manifestations extra-intestinales. Il se peut également que ce risque soit différent selon le type de Mickey, mais ces éléments demandent encore à être clarifiés. Et 2 études de cohorte récentes, dont je vous parlais tantôt, indiquent que le risque de développer une rectocolite hémorragique serait plus important lorsque on est atteint d'une parodontite. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette association entre les deux maladies qui est constatée dans les études épidémiologiques? Beaucoup de choses restent encore à comprendre, mais des résultats très intéressants ont été publiés ces 5 dernières années qui mettent en avant 2 hypothèses principales, évidemment hypothèses qui ne sont pas les seules à être envisagées, mais et qui ne sont pas non plus exclusives les unes des autres. La première hypothèse que nous qualifierons de mécanisme direct serait un effet pathogène de bactéries orales qui aurait la capacité, soit par voie digestive, donc en étant déglutie, ou par voie sanguine, d'atteindre l'intestin pour y déclencher une réponse inflammatoire. Alors, cette hypothèse est étayée par le fait que de nombreuses bactéries orales ont pu être identifiées au niveau de l'intestin. Et chose intéressante, cet enrichissement du microbiote intestinal par le microbiote oral est plus important lorsque le patient présente déjà une maladie digestive par ailleurs, ce qui pourrait suggérer finalement que, en l'absence de pathologie digestive, le microbiote intestinal exerce un rôle protecteur par rapport à une colonisation par le microbiote oral. Mais surtout, cette hypothèse, elle est étayée par le fait qu'on a pu mettre en évidence des mécanismes qui pourraient expliquer comment est-ce que des pathogènes oraux entraînent une inflammation au niveau de l'intestin. C'est ce que je vous montre à travers cette étude qui est extrêmement récente, qui en fait met en évidence que l'administration de Porphyromonas gingivalis chez un modèle de colite expérimentale induite de façon chimique va entraîner l'exacerbation de cette inflammation. Et lorsqu'on s'intéresse de façon un peu plus attentive aux moyens par lesquels Porphyromonas gingivalis pourrait exacerber cette inflammation intestinale, on constate que cela pourrait se faire par une réduction de l'expression des protéines dites de jonction qui servent justement à la jonction des cellules de la barrière épithéliale entre elles. C'est ce que vous voyez sur cette image, ces protéines de jonction colorées en vert un petit peu fluo, qui sont beaucoup moins présentes en présence de Porphyromonas gingivalis, et il semblerait qu'il y ait peut-être un effet dose. La deuxième hypothèse, qui est moins étudiée et que nous qualifierons de mécanisme indirect, fait appel plutôt au rôle de l'inflammation systémique et à une certaine connexion bouche-intestin qui serait portée
par des cellules capables d'induire un certain type particulier de réponse immunitaire. Cette hypothèse, nous l'explorons actuellement à Lille, où nous étudions un modèle un peu particulier de rat, qui est un rat transgénique, chez lequel on va observer une colite non pas induite chimiquement, mais une colite spontanée. Et nous avons observé que chez ce rat, qui présente donc une colite spontanée associée à des manifestations extra-intestinales, assez proches finalement des manifestations que l'on peut observer chez un patient, eh bien, nous avons observé qu'apparaissait chez cet animal une inflammation gingivale, spontanée elle aussi, avec les caractéristiques biologiques, cliniques et radiologiques assez typiques d'une parodontite. Alors, que peut-on tirer de ces éléments pour notre pratique? Est-ce qu'on peut envisager que prévenir ou traiter la parodontite améliore l'état intestinal des patients Mickey? Aujourd'hui, nous n'avons aucune étude qui nous permet de vérifier cette hypothèse, mais il est quand même intéressant de noter que certaines études, notamment celle-ci menée au CHU d'Amiens, a pu mettre en évidence qu'il y avait une corrélation entre le score de saignement au sondage, donc le score BOP, et le score d'activité de la maladie de Crohn, l'indice d'Harvey-Bradshaw, ce qui pourrait suggérer une forme de lien entre l'activité de la maladie parodontale et les phases de poussée, donc l'activité de la maladie intestinale. Un autre point très important, ces patients, pour un grand nombre d'entre eux, ont un traitement ou des traitements qui sont des médicaments immunosuppresseurs, des biothérapies ciblées et pour un nombre moins important, des corticoïdes au long cours. Il est généralement admis que ces traitements vont avoir un impact sur la cavité buccale et vont modifier notamment le risque infectieux et le risque de complications post-opératoires. Bon, en réalité, nous avons finalement assez peu d'études pour nous permettre d'évaluer concrètement, précisément, l'impact de ces médicaments sur nos traitements et la réponse à nos traitements. De façon générale, on estime que le risque infectieux pourrait être augmenté, mais encore une fois, nous manquons de preuves solides. Et j'en profite pour saluer au passage un projet de recherche qui est en cours et qui est porté par la SFPIO, dont la première partie vient juste de se terminer, et qui était une enquête sur la gestion des soins odontologiques chez les patients traités par biothérapie ou immunosuppresseurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce stade, nous n'avons pas de raison de contre-indiquer un traitement parodontal chez un patient Mickey. Au contraire, la prévention et le traitement parodontal auraient chez ces patients même un intérêt et je dirais une vertu d'ordre médical. Alors, pour résumer et pour conclure, en pratique quotidienne, quelques points pour la conduite à tenir face à un patient atteint de Mickey. Tout d'abord, effectuer une recherche systématique de foyers infectieux et de la maladie parodontale et les traiter quand il y a lieu. Tout particulièrement avant la mise en place de nouveaux traitements, immunosuppresseurs, biothérapie ciblée, il est important qu'un dialogue puisse s'établir entre le chirurgien dentiste, le patient bien évidemment, et le médecin gastro-entérologue pour évaluer le niveau de risque infectieux au niveau de la cavité buccale et mettre en place les traitements nécessaires, non seulement pour éviter le risque de complications bucco-dentaires ultérieures, mais aussi parce que certaines études chez des patients sous biothérapie pour d'autres indications médicales laissent à penser que la réponse aux anti-TNF pourrait être moins bonne chez des patients qui auraient une parodontite et a fortiori une parodontite active. Alors, lorsqu'un geste invasif, donc à risque important de bactériémie, est envisagé, on peut envisager une antibioprophylaxie. Et concernant l'autre question qui est la modulation ou l'arrêt du traitement médical, c'est un point très controversé et c'est une décision qui devra être discutée évidemment avec le médecin gastro-entérologue. Il s'agira d'éviter, en ce qui concerne nos prescriptions, l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont non seulement un risque plus important de flamber au niveau de l'état intestinal, mais aussi d'interaction médicamenteuse avec certains immunosuppresseurs. Et lorsqu'une lésion ou une réponse inhabituelle au traitement est constatée, évidemment, il faut envisager la possibilité d'une manifestation extra-intestinale et encore là, une fois, un dialogue devra s'établir entre le chirurgien dentiste et le médecin gastro-entérologue. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette thématique et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Kevimi, de cette présentation également extrêmement claire et je pense sur une thématique qui est plus récente mais en plein développement.
On a une petite question sur une thématique qui nous est assez chère. Donc la question est ciblée sur la nature de l'antibioprophylaxie qui est préconisée, mais je pense qu'on peut peut-être l'ouvrir sur est-ce qu'il faut réaliser une antibioprophylaxie à tout acte invasif ou est-ce qu'on peut proposer une modération en fonction de la nature de cet acte? Et dans ce cas-là, si on réalise une antibioprophylaxie, laquelle est-elle? Alors, concernant la nécessité d'une antibioprophylaxie, on va dire, systématique, je pense qu'il faut être raisonnable par rapport au niveau de bactériémie et au caractère invasif du geste que l'on souhaite entreprendre. Par exemple, un sondage parodontal chez un patient qui présente une parodontite de stade 2, relativement peu active, n'est pas la même chose qu'un débridement sous-gingival chez un patient avec une parodontite sévère. Donc, je pense il faut avoir une certaine modération et ne pas envisager non plus une antibioprophylaxie de façon ultra systématique pour tout type de geste. Et lorsque cette antibioprophylaxie est envisagée, il faut respecter évidemment les recommandations usuelles qui sont donc celles de la Société française de chirurgie orale avec l'utilisation d'amoxicilline selon des modalités que nous connaissons très bien, ou alors une alternative en cas d'allergie aux pénicillines. On a une autre question qui est de demander si la restauration d'un microbiome intestinal dit normal est-elle possible chez les patients MICI? Alors, le rôle du microbiote dans les MICI, c'est quelque chose d'assez complexe. On sait qu'il y a une incidence, on sait qu'il y a un déséquilibre. Il y a même des traitements assez, je dirais, intéressants qui sont envisagés, comme des formes de greffe de microbiote, ce qu'on appelle, en utilisant finalement la transplantation de microbiote intestinal ou fécal de patients sains. Je pense qu'il est difficile à ce stade d'envisager, puisque l'on n'a toujours pas de traitement curatif des MICI, qu'on puisse avoir une restauration de leur microbiote. Évidemment, ils ont des conseils diététiques, des traitements et des règles d'hygiène de vie qui tendent à limiter les poussées et probablement à améliorer leur état au niveau microbiote, mais non pas à le rendre complètement comparable à celui d'un patient sain. Et est-ce qu'on sait si ces patients qui vont avoir des traitements immunosuppresseurs ou anti-TNF, ça pourrait, lorsque la parodontite n'a pas été traitée, puisque ça peut arriver qu'elle n'ait pas été traitée quand le traitement débute, moduler l'évolution de cette parodontite? Est-ce qu'on a des informations à ce sujet? Oui, alors on a relativement peu de choses, mais en ce qui concerne par exemple les anti-TNF, les choses sont un petit peu contradictoires, mais dans l'ensemble, on a quand même l'impression que les anti-TNF auront un effet plutôt positif sur les paramètres parodontaux, notamment la perte osseuse, donc un effet relativement positif. On n'a quasiment rien sur les corticoïdes, et il faut dire quand même que les corticoïdes au long cours sont de moins en moins préconisés chez ces patients, maintenant qu'on a des biothérapies qui sont très performantes. Donc ce que l'on peut retenir en tout cas, c'est que les anti-TNF ne semblent pas avoir d'effet péjoratif sur l'état parodontal, ce serait plutôt un effet bénéfique. Merci beaucoup. J'ai envie de vous poser une question à tous, parce que depuis tout à l'heure, on parle que de parodontite, mais finalement, ces patients qui ont des maladies systémiques, qu'ils aient un diabète, de l'obésité, qu'ils soient traités par chirurgie bariatrique ou des MICI, qu'est-ce qu'on fait de nos traitements implantaires? Parce qu'on arrive souvent à en poser, on est la Société française de parodontologie et implantologie orale, donc voilà, on va peut-être commencer par toi, Kévin, puis après rebondir sur cette situation auprès de nos deux autres conférenciers avant de clore la soirée. Alors, il n'y a pas de contre-indication à poser un implant chez un patient atteint de MICI et a fortiori non plus chez un patient atteint de MICI sous thérapeutique immunosuppressive ou biothérapie ciblée, mais évidemment, il faut être conscient que le risque infectieux sera majoré en fonction du nombre d'implants posés, de l'invasivité du geste, etc. Mais il n'y a pas de contre-indication du simple fait de cet état médical à poser un implant. Merci. Peut-être Isabelle, si tu veux apporter un regard sur l'implantologie chez les patients obèses et avec chirurgie bariatrique éventuelle. Alors, en fait, chez les patients qui sont en situation d'obésité, donc là, on parle de avant chirurgie bariatrique, on peut poser des implants chez ces patients. On sait juste que, en fait, ces cytokines pro-inflammatoires, elles vont toujours être là. Donc, ce que montrent les études, c'est qu'on a quand même une petite différence au niveau des paramètres cliniques périimplantaires, mais aussi au niveau de la perte osseuse marginale, avec une étude qui rapporte 0,5 mm de différence de façon statistiquement significative. Bon.
Après, reste ce contexte inflammatoire. Je pense que c'est surtout un suivi en fait, rapproché de ces patients qu'il faut mettre en place. Après chirurgie bariatrique, il n'y a aucune recommandation à l'heure actuelle dans la littérature, mais en travaillant sur le sujet avec l'équipe de recherche, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il semblerait logique de retarder en fait, la pose de ces implants au-delà de 6 mois, puisqu'en fait, je vous ai montré tout à l'heure qu'à 6 mois, on avait toujours cette inflammation qui était présente. Donc, idéalement, on sait que la perte de poids maximale, elle est obtenue à 1 an. On s'est à peu près fixé ce délai, mais sans qu'il y ait de consensus, évidemment. Merci. Pour en revenir au diabète. Alors, pour le diabète, il y a beaucoup de méta-analyses sur le sujet. À l'heure actuelle, la conclusion de tout ça, c'est qu'on peut poser bien évidemment des implants chez les patients diabétiques et qu'au long terme, on n'a pas plus de perte implantaire. Par contre, il s'avère qu'on a une petite perte osseuse marginale plus importante chez les patients diabétiques que chez les patients non diabétiques. Mais ce n'est pas du tout une contre-indication pour implanter le patient diabétique, bien au contraire. Merci beaucoup donc pour toutes ces informations. Le sujet, en tout cas, nous, vous l'avez compris, nous passionne et qu'on trouve extrêmement passionnant, mais on va devoir interrompre ces échanges pour respecter le timing. Je voudrais partager avec vous 2 infos. Une première qui est que vous connaissez l'évolution de la classification des maladies parodontales qui s'appelle maintenant classification de Chicago. Adossé à cette classification, il y a des recommandations pour le traitement des parodontites de stade 1, 2 et 3 qui ont été proposées par l'European Federation of Periodontology. Elles ont été traduites, elles sont disponibles sur le site internet de la Société française de parodontologie et implantologie orale dans la section information praticien. Et vous pouvez y avoir accès, traduit intégralement en français, mais vous pouvez retrouver également la version originale si vous préférez les lire en anglais. Et elles sont très importantes à prendre en compte car elles permettent vraiment d'appuyer le niveau de preuve et les gestes que nous devons réaliser ou l'approche que nous devons avoir avec un patient qui atteint de parodontite. Et enfin, je vous rappelle que le congrès de parodontologie qui avait été reporté de janvier suite au Covid est replanifié le 5 juin 2021 avec Martina Stefanini qui avait fait le premier webinaire à Paro. Vous avez l'ensemble des informations sur le site de la SFPIO et donc je vous invite à aller consulter ces informations et à vous inscrire en espérant que le mois de juin est encore assez loin et que les vaccinations auront encore augmenté et que ce Covid se sera un peu éteint et qu'on aura le plaisir de tous se retrouver lors du mois de juin à Paris. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci beaucoup aux conférenciers. Ça m'a fait extrêmement plaisir à titre également personnel de travailler avec eux ce soir. Et puis, ce webinaire sera donc disponible en replay via le site de la SFPIO. Vous aurez les informations à ce sujet sur le site internet de notre société. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir.